Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on est là pour parler de comment créer de bonnes user stories. Si les sujets autour de l'agilité vous intéressent, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et pour recevoir en notification l'ensemble de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification. En effet, créer des user stories n'est pas si simple que ça et ça exige d'avoir quelques connaissances. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une user story, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet, elle va vous donner quelques éléments. Alors, pour information, la user story ne vient pas du Scrum, mais vient de l'extreme programming. Mais c'est vrai que beaucoup d'équipes ont tendance à l'adopter dans leur Scrum. Et il y a évidemment une raison pour ça, c'est que c'est plutôt efficace. Pour commencer, ce qu'il faut faire pour créer une user story, il faut déjà créer le format de la user story. Moi, je vais vous en proposer un. Il en existe d'autres, mais ce qui compte, c'est que vous trouviez le format qui soit complètement adapté à votre contexte. Petit point important à noter, la user story doit être compréhensible par tout le monde. Donc, on essaye d'utiliser un langage simple, commun, et tous les acronymes hyper compliqués, on évite de les utiliser, ou si on les utilise, on met directement en description à quoi correspond cet acronyme. Donc, le premier format que je peux vous proposer, c'est de commencer par la forme classique, en tant que le nom du persona, je souhaite, donc on dit ce qu'on souhaite, et si on a besoin de préciser le but, afin de... Mais en effet, si le but est déjà clair aux yeux des gens en lisant les deux premières parties, il n'est pas nécessaire de le rajouter. Donc ça, on l'avait vu dans la définition sur la user story d'une ancienne vidéo. Donc maintenant, on va voir comment compléter notre user story. Et si on commençait déjà par voir ce que dit à peu près le Scrum Guide. Le Scrum Guide dit: le backlog produit liste toutes les fonctionnalités, fonctions, exigences et améliorations et corrections qui constituent des modifications apportées au produit dans les versions futures. Les éléments du backlog produit se composent d'une description, d'un ordre, d'une estimation et d'une valeur. Les éléments du backlog produit incluent souvent des descriptions de tests qui prouveront leur complétude lorsqu'ils sont finis. Donc en effet, si certaines personnes vous parlent du no estimate, de base dans le Scrum, on considère que l'estimation est obligatoire. Moi, je ne fais pas de débat là-dessus, c'est juste que c'est écrit noir sur blanc sur le Scrum Guide. Pour ce qui est de la valeur, ça veut dire que forcément dans notre user story, on va devoir définir une valeur. Parce que l'ensemble des items, une user story est un type d'item, l'ensemble de nos items doit avoir une valeur associée. Et cela dans le but de pouvoir prioriser l'ensemble des items de notre backlog grâce à cette valeur, à cette estimation. Alors, il est vrai que le Scrum Guide dit souvent, c'est même plus que recommandé, mais bon, selon le Scrum, c'est pas forcément obligatoire. Cependant, je recommande fortement que votre user story soit composée de différents éléments. Donc, on avait vu l'estimation, la valeur. Et moi, ce que je rajouterais également, c'est pourquoi pas des wireframes. Voilà, ce type de petits dessins que vous avez qui permettent de montrer un peu à quoi ressemble le rendu de notre user story, ou en tout cas, un des éléments de ce wireframe qui serait la réponse de notre user story. D'autres équipes vont considérer que ça fait partie directement de la phase de réalisation et que l'équipe le fera au moment de la réalisation. Les deux idées joignent, honnêtement, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, ça va dépendre de votre contexte. Moi, ce que je propose généralement ensuite, c'est de mettre ce qu'on appelle des critères d'acceptance. Les critères d'acceptance sont en gros les spécifications qui vont nous permettre de déterminer ce qui valide notre user story. Je prends cette user story en exemple. En tant que client, je souhaite ajouter un produit à mon panier. Alors vous avez vu, là je ne rajoute pas afin de parce qu'on sait pertinemment que le but c'est d'acheter le produit. Et bien à ce moment-là, en critère d'acceptance, je vais mettre 1. C'est possible si les stocks sont supérieurs à 0 sur le produit sélectionné. Ou c'est possible si les stocks ne sont pas supérieurs à 0 mais qu'il y a l'option restocking en place. 3. Que notre produit soit activé sur le site. Donc vous voyez, il y a différents critères qu'on pourrait mettre. Évidemment, il y en aurait une grosse liste parce que ajouter un produit au panier, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Après, on n'est pas obligé de prendre tous les cas en compte dans cette user story. On pourra très bien faire d'autres user stories dans le futur qui vont alimenter le rendu de cette user story. Donc, l'incrément qu'on aura réalisé. Alors, pour certains, ces critères d'acceptance écrits comme ça, alors il y a d'autres noms, certains vont appeler ça des spécifications techniques, peu importe. Ce qui compte, c'est de comprendre le concept et beaucoup de personnes vont s'arrêter à ça. En effet, ça permet de tester notre user story. Et d'autres vont aller beaucoup plus loin, ils vont mettre des tests d'acceptance en place en utilisant des langages naturels du type Gherkin. Donc, étant donné que je suis client et que je suis sur la fiche produit, quand je clique ajouter au panier sur le produit d'identifiant 123 et
que le stock est supérieur à 0, alors mon produit s'ajoute au panier. Et cette version est assez intéressante parce que du coup, et c'est vraiment conseillé de le faire, on va faire le cas inverse, le cas négatif. Donc, étant donné que je suis client sur la fiche produit, quand je vais ajouter le produit d'identifiant 123 et que le stock est égal à 0, alors un message d'erreur sera retourné. Ce produit ne peut pas être ajouté au panier. Alors, ce langage naturel Gherkin est très important parce qu'il est souvent utilisé en BDD, Behavior Driven Development. C'est des tests automatisés et ça permet vraiment d'automatiser l'ensemble des tests qui vont concerner notre user story. Ces tests seront constamment joués à chaque fois qu'on va faire une évolution de façon à s'assurer qu'il n'y aura pas de la régression sur les anciens éléments développés. Comme vous voyez, notre user story commence à être quand même relativement complète. Donc, on met une valeur, une estimation. En général, l'estimation, on la fait quand la user story est complète. Pourquoi pas des wireframes? On va faire des critères d'acceptance, des tests d'acceptance. Et là, on a vraiment une user story complète qui va nous permettre, un, de faire le développement et également deux, de tester ce qu'on a développé de façon à s'assurer au moment de la livraison, au moins sur un environnement stable, que notre user story répond parfaitement à la definition of done de l'équipe. Alors évidemment, il y a d'autres façons de faire. Moi, je vous en ai donné une qui est plutôt efficace. Pourquoi généralement je conseille celle-là? C'est parce que pour les équipes qui démarrent en agilité, elle est plutôt simple à prendre en main. Voilà, j'espère que cet épisode de la Minute Agile vous aura plu. Ce sera plus clair pour vous les user stories, surtout si vous débutez dans le monde de l'agilité et du Scrum. Et j'espère que ce format vous plaira parce qu'il est vraiment très efficace. Et moi, dans ce cas, je vais vous laisser. Et évidemment, on va se retrouver pour un prochain épisode de la Minute Agile.